a été élaboré en premier lieu par les communes des Australes qui ont organisé des réunions publiques dans chaque district, mais aussi par la FAPE, notamment frère Maxime, qui est le vice-président de la Fédération des associations de protection de l'environnement de Polynésie, qui a participé à de nombreuses consultations et qui a assuré notamment souvent les traductions. Élaboré aussi par nos collègues Poema, Tiffany, qui ne travaille pas pour Pew mais qui est volontaire pour la FAPE, Donatien, Elodie qui est là. Donc c'est le travail de 2 ans de consultation, de démarche participative. Et le résultat de ce travail, c'est justement le Rahwi Nui no Tuape, qui est proposé aujourd'hui. Donc pourquoi des réserves marines ? Le problème auquel la planète fait face actuellement, c'est le déclin des ressources halieutiques, donc des ressources de poissons au niveau international. Donc ceci est principalement dû aux gros pêcheurs industriels, qui ne sont pas des pêcheurs polynésiens, mais des pêcheurs internationaux, américains, chinois, espagnols, qui ont des très gros navires industriels, qui peuvent pêcher avec un seul navire tout ce que les bateaux polynésiens peuvent pêcher en une année. Voici la situation de la pêche internationale dans les années 50. Elle était principalement limitée en Europe, en Asie du Sud-Est, aux États-Unis. Et voilà la situation en 2006. Donc on peut voir que la population mondiale augmente. On a besoin de plus en plus de poissons pour nourrir la planète. Et les pêcheurs industriels sont prêts à aller de plus en plus loin pour pouvoir attraper les derniers poissons encore disponibles. Ceci est un graphique de la FAO qui montre encore une fois la situation des stocks halieutiques de 1950 à nos jours. Et on peut voir qu'actuellement, il y a 25% des stocks halieutiques, donc des réserves de poissons qui sont complètement épuisées. Il y en a 33% qui sont surexploités, c'est-à-dire que si on ne fait rien, ils seront épuisés rapidement. 33% qui sont pleinement exploités, c'est-à-dire qu'on arrive à un rendement maximal durable, on ne peut pas dépasser cette exploitation. Et il y a seulement 10 à 15% des stocks qui sont encore dans un état sain et qui sont encore gérés durablement. Et on a la chance en Polynésie de se retrouver finalement dans cette petite marge verte en haut du graphique, les 10% des stocks de la planète qui sont encore sains. Et c'est justement le vœu des Australes aujourd'hui, c'est de se dire, on voit comment la pêche évolue dans le monde, on sait que bientôt il n'y aura plus de poissons presque nulle part, et où voudront aller les pêcheurs? Probablement dans les endroits où il reste encore du poisson comme aux Australes. Alors faisons, avant que ce ne soit trop tard, faisons en sorte de créer une réserve marine pour pouvoir garder ces stocks sains sur le long terme. Donc même si les stocks diminuent, la pêche augmente toujours. Ça c'est un graphique qui montre les augmentations des prises de pêche au niveau international, dans le Pacifique cette fois, avec les différentes espèces, donc le thon jaune, la bonite, le thon obèse et les germons. Et on peut voir qu'on pêche toujours de plus en plus, même si les stocks diminuent. Et la situation pour les espèces est assez dramatique. Le thon germon, qu'on appelle le thon blanc ici, et qui est l'espèce la plus pêchée en Polynésie, a connu une réduction de 60% de sa population par rapport à son état naturel. Le thon jaune, le yellowfin, celui qu'on appelle le thon rouge, souvent en Polynésie, a connu une réduction de 62% de sa population. Le thon obèse de 84%, et le thon rouge du Pacifique, on le retrouve moins dans nos eaux, mais qui est beaucoup aussi pêché dans le Pacifique. Le bluefin, on l'appelle, a connu lui une réduction de 96% de sa population. Les traits rouges qu'on peut voir, c'est ce qu'on appelle le rendement maximal durable. Donc c'est en gros la limite à ne pas dépasser. Si on dépasse cette limite, on peut considérer que le stock aura beaucoup de mal à se régénérer, voire ne pourra pas se régénérer. On peut voir que pour certaines espèces, le thon obèse, on a déjà dépassé cette limite. On a dépassé 20% du stock naturel. C'est-à-dire sur 10 poissons dans l'océan, on en a pris 8, il n'en reste plus que 2. Donc maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on fait de ces 2 poissons qui restent. Pour le thon rouge du Pacifique, là on a complètement dépassé la limite et on arrive presque à la disparition d'une espèce pour des simples raisons de pêche commerciale. Donc il y a aussi bien entendu beaucoup d'autres enjeux comme les réchauffements climatiques, etc. Mais la raison principale de la disparition de cette espèce, c'est la pêche commerciale.
Donc pourquoi des réserves marines comme celle qui est proposée aujourd'hui? Quels sont les bénéfices de ces réserves? Donc ce n'est pas un concept nouveau, c'est quelque chose qui était utilisé dans les temps anciens. Et notamment, c'est vraiment l'idée du rahui traditionnel polynésien. C'est pour ça que spontanément la population des Australes a souhaité appeler la grande réserve le rahui nui, Motuape. Donc voici l'île de Rapa et le rahui qui est pratiqué depuis 30 ans à Rapa. Donc il y aura des gens de Rapa qui pourront nous en parler plus en détail tout à l'heure. Il y a une partie de l'île qui est préservée, qui est protégée, avec une limitation des pratiques de pêche, une interdiction de la pêche au fusil dans cette zone. Et cette zone finalement agit comme un endroit, un réservoir où les poissons peuvent se régénérer et profiter à l'ensemble de l'île et à l'ensemble de la population pour pouvoir les pêcher à l'extérieur de cette zone. Donc c'est vraiment l'idée du rahui. Et ce rahui est ouvert une fois par an où toute la communauté va pouvoir aller pêcher dans le rahui et les poissons seront redistribués à toute la famille. Donc les bénéfices des réserves, c'est ce qu'on appelle en langage plus scientifique l'effet spillover, où on a une zone qui est protégée à droite. Les poissons ne connaissent pas, eux, les limites de la réserve, donc ils vont bien entendu, certains d'entre eux, sortir de la réserve et pouvoir profiter à la pêche à l'extérieur de la réserve. Donc c'est vraiment un mécanisme ancestral qui existait depuis toujours en Polynésie, qui est proposé aujourd'hui. Et les recommandations de la communauté scientifique internationale dans le cadre de l'UICN, donc c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature, en 2014, ils ont recommandé aux décideurs du monde de protéger strictement 30% des habitats marins de la planète pour pouvoir tout simplement continuer à les exploiter durablement. Donc l'idée, bien entendu, n'est pas d'arrêter de pêcher, on a tous envie de continuer à manger du poisson, mais c'est simplement de garder une partie comme un garde-manger qui pourra régénérer les stocks et faire en sorte que dans les 70% qui restent, on pourra continuer à pêcher et à vivre de ces ressources. Donc les autres bénéfices de ces réserves, c'est tout simplement qu'à l'intérieur d'une réserve, la mortalité est diminuée, puisque les poissons ne sont pas pêchés. Donc on va développer des poissons qui sont plus gros, et l'enjeu c'est d'amener ces poissons à un âge où ils pourront se reproduire. Car bien souvent, les poissons qui sont pêchés actuellement, malheureusement, sont pêchés avant même d'avoir pu avoir une chance de se reproduire. Donc c'est souvent la dernière génération de poissons que l'on pêche. Alors que si on a une réserve, même si les poissons quittent la réserve par la suite, ils vont quand même pouvoir grossir et ils vont arriver à maturité sexuelle, ils vont pouvoir se reproduire et finalement ils vont pouvoir régénérer leur stock de cette façon. Donc on entend souvent dire que les réserves côtières fonctionnent bien parce que c'est des poissons côtiers, ils ne vont pas très loin, alors que les réserves pélagiques ne serviraient pas autant car les poissons du large bougent, ils migrent et ils s'en vont, ils peuvent quitter la réserve et être pêchés à l'extérieur. Alors c'est en partie vrai, bien entendu, les poissons comme les thons, comme les espadons sont des poissons qui sont très mobiles, ce sont des espèces qui se répartissent sur l'ensemble du Pacifique. Ceci dit, ils ne vont pas tous quitter la réserve et pas tous quitter la réserve au même moment. Et ça c'est un graphique qui nous semblait intéressant de montrer. C'est un exemple pour le yellowfin tuna, donc le thon rouge de Tahiti, le thon à nageoire jaune. On peut voir sur ce graphique, donc c'est des tests de capture-recapture qui ont été faits, c'est-à-dire qu'on capture des individus, on les marque avec des tags et ensuite on les recapture parfois quelques années plus tard. Et on peut voir qu'entre la capture et la recapture, parfois à 2 ans d'intervalle, la grande majorité des poissons étaient restés dans une zone de moins de 100-200 000 nautiques. C'est-à-dire que la grande majorité des poissons étaient restés dans une zone d'environ 500 000 km². Ce qui veut dire que même si c'est des poissons qui sont mobiles, même s'ils se dispersent, il y a finalement une petite partie de la population, qui représente 20% ou 10% de la population des individus, qui va migrer sur des longues distances. Mais la grande majorité, ce qu'on appelle les lazy fish, ou alors les poissons fainéants, eux, paresseux, eux vont rester à l'intérieur d'un bassin de vie. Donc quelque part, on a ce qu'on appelle une viscosité des stocks, c'est-à-dire que les stocks halieutiques, le poisson, ils ne vont pas être aussi fluides que ça. Ça va être un peu comme du miel sur une assiette, où la diffusion de ces poissons va se faire sur beaucoup d'années. Donc protéger
une grande partie, alors bien entendu on ne parle pas de petites parties de 10 km² au milieu du Pacifique, là ça ne servirait à rien du tout, mais quand on parle d'1 million de km², ou même les scientifiques nous disent qu'à partir de 200 000 km², ça commence à être intéressant pour protéger les poissons du large, les poissons mobiles. Alors au-delà des bénéfices pour la pêche, là on a surtout parlé de la pêche, il y a aussi bien entendu beaucoup d'autres bénéfices que peuvent apporter une réserve marine comme celle qui est proposée aujourd'hui. Et notamment des bénéfices pour l'écotourisme. Les réserves sont un moyen pour un archipel ou pour des îles de se démarquer des autres et de dire chez nous on a un patrimoine naturel qui est respecté, qui est protégé, qui est en très bon état. Et ça génère en moyenne énormément d'articles de presse aussi au niveau international, ce qui fait qu'on parle de cette zone, on met cette zone sur la carte et on a des chiffres partout dans le monde qui montrent que souvent les réserves marines peuvent augmenter la fréquentation touristique de certaines îles. Et notamment à Fakarava, un exemple chez nous en Polynésie, depuis la création de la réserve de biosphère de l'UNESCO, avec toute la stratégie un peu marketing qui a eu autour de cette réserve, il y a eu une augmentation de 7 fois du nombre de touristes dans cette île, depuis 2005. Alors, peut-être que ces chiffres sont très importants parce que c'est l'UNESCO, donc l'UNESCO est extrêmement connu. Il est peu probable que ce soit la même augmentation aux Australes, mais ceci dit, voilà, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça peut vraiment rendre un archipel plus connu. À Palau, un autre exemple, il y a une grande réserve marine qui a été créée l'an dernier, en fin d'année. Le président de Palau est extrêmement impliqué dans ce projet. Il est devenu une superstar internationale en matière de conservation des océans. Il va de conférence en conférence dans tous les pays du monde pour dire à quel point Palau est la plus belle destination du monde, où on peut voir les plus belles espèces, on peut voir les plus beaux poissons. Or, chez nous, on a la même chose. Palau n'est pas forcément mieux que la Polynésie. Il y a aussi en Polynésie une richesse culturelle, une richesse patrimoniale qui est extrêmement intéressante. Et à Palau, seulement un mois après la création de la réserve, il y a eu un décompte qui a été fait des articles de presse qui ont été lus 450 millions de fois sur Internet. Donc si jamais Palau avait décidé, à travers le GIE Tourisme de Palau, de faire une campagne publicitaire pour vendre son archipel, pour arriver à ce niveau de notoriété et à ce niveau de visibilité, ça aurait probablement coûté des millions de dollars à Palau. Et là, finalement, c'est simplement la création de cette réserve et la publication de ce beau projet au niveau international qui a créé la visibilité de Palau au niveau international. Les autres bénéfices des grandes réserves. Donc on a parlé de la notoriété internationale. Le patrimoine culturel aussi est extrêmement important et c'est vraiment quelque chose qui est revenu énormément dans les discussions dans les îles. Tous les gens nous ont dit on veut protéger notre culture, on veut protéger notre mode de vie, on veut protéger notre authenticité, notre manière de pêcher, on veut protéger notre rahui qui est extrêmement important dans la culture locale et c'est d'ailleurs pour ça que le nom Rahui Nui a été proposé. Et les réserves permettent aussi de valoriser ce patrimoine culturel, permettent de le mettre en avant, permettent aux scientifiques de s'y intéresser, aux journalistes de faire des articles là-dessus. Le développement des archipels, quand on crée une réserve, c'est vraiment les archipels en premier lieu qui en profitent. C'est les pensions de famille, c'est les pêcheurs côtiers. Si on envoie des gros bateaux industriels pêcher dans les eaux d'un archipel, c'est pas malheureusement les gens des archipels qui vont voir le bénéfice. Au contraire, ils auront plutôt des impacts. Les gros bateaux industriels vont piller les ressources et les populations des îles vont se retrouver sans ressources côtières. Ils ne pourront même plus pêcher devant chez eux. Et c'est ce qui a été observé dans énormément de pays du Pacifique. Alors que la création d'une réserve, c'est vraiment à l'échelle de l'archipel. Donc c'est toute l'économie des îles qui en profite en premier lieu. Des sites de référence pour la recherche, les scientifiques, certains sont là dans la salle, sont souvent intéressés pour avoir des zones de référence avec un habitat protégé pour pouvoir le comparer à d'autres zones où l'habitat est vraiment dégradé et pour pouvoir tirer des conclusions intéressantes. Donc souvent, et c'est comme le PGEM de Montréal, comme toutes les réserves du monde, ces réserves marines servent de terrain d'investigation pour la recherche locale, mais aussi la recherche internationale. On a vu déjà National Geographic qui est venu à Rapa l'an dernier, qui a organisé une expédition scientifique, probablement parce qu'il y avait déjà ce rahui, parce qu'il y avait un peu toute cette dynamique qui était en train de se mettre en place, donc ça a déjà attiré des équipes de scientifiques et ce n'est qu'un début.
Et enfin, adaptation face au changement climatique. On sait que les écosystèmes qui sont les mieux préservés sont les plus résistants par rapport aux agressions humaines anthropiques, comme le changement climatique. Par exemple, un récif de corail qui est déjà pollué, qui est déjà touché par la sédimentation, qui est déjà surpêché, s'il y a une acidification et une augmentation de la température qui arrive par-dessus, il ne pourra pas survivre. Alors qu'un récif de corail qui est sain, qui est en bon état, s'il a une agression du changement climatique, il aura plus de facilité à se régénérer et à retrouver son niveau d'origine. Donc les grandes AMP, les grandes réserves, c'est vraiment une valorisation économique à travers la pêche, l'écotourisme, mais aussi culturelle et sociale d'un écosystème, d'un archipel qui est parfois pas valorisé à sa juste valeur. Donc ça, c'était le contexte scientifique. Maintenant, quelques éléments d'information par rapport au contexte politique, mais il n'y avait pas de réserve du large il y a 10 ans. Et face à ce déclin des stocks halieutiques, il y a certains pays qui ont déjà décidé de mettre en place des réserves. Ça a commencé par Hawaï, et on a des représentants de Hawaï qui sont là et qui pourront nous en parler. Il y a 10 ans exactement, avec la création du grand parc Papahanaumokuakea, qui était à l'époque le plus grand parc de la planète. Il faisait 200 000, je crois, kilomètres carrés, ou 350 000 kilomètres carrés. D'autres pays du monde ont suivi le mouvement, et ça s'est fait très très vite. Les îles Phoenix, les îles Mariannes, l'Australie, et l'an dernier a été probablement l'année la plus intéressante en matière de conservation des océans au niveau de la planète, avec 5 réserves qui ont été annoncées en une seule année. Donc il y a eu une extension de Pacific Remote Islands au sud de Hawaï. Il y a eu Rapa Nui qui a annoncé la création d'une très grande réserve pour la ZEE de Rapa Nui. Pitcairn également, la Nouvelle-Zélande avec le parc des Kermadec, Palau également avec une réserve de 500 000 km². Donc les pays ont compris qu'il y avait un problème, qu'on arrivait à la fin des stocks halieutiques et qu'il fallait trouver des solutions. Malheureusement, les négociations internationales pour trouver des solutions ne sont pas efficaces pour résoudre le problème. Il y a des commissions tonnières où les pays discutent, ils se réunissent, ils vont dans des beaux hôtels, ils parlent, et étant donné que c'est la règle du consensus, on arrive à la fin de la réunion et on ne trouve pas de solution. Si bien qu'on arrive à la destruction des stocks, comme le stock du thon obèse par exemple. Donc les pays se sont dit, au niveau international, on ne pourra pas y arriver, ça prendra trop de temps. Ça prendra peut-être 20 ans pour qu'on arrive à trouver un consensus. Le problème, il est maintenant, c'est pas dans 20 ans qu'il faut le résoudre. Donc, ils ont décidé de créer ces grandes réserves. Et maintenant, on observe vraiment au niveau de la planète un réseau de grandes réserves océaniques qui sont toutes des réserves intégrales, qui sont toutes des réserves où on ne pêche pas et qui, on l'espère, pourra contribuer à la gestion durable des stocks. Ce ne sera probablement pas suffisant, il faudra aussi d'autres mesures au niveau des eaux internationales, il faudra d'autres mesures au niveau des ZEE qui ne sont pas sous réserve, avec probablement des quotas, etc. Mais en tout cas, c'est un grand pas en avant pour essayer de lutter contre le déclin des stocks halieutiques. Au niveau de la Polynésie, on a eu aussi des engagements très ambitieux. En 2013, le président Floss, à l'époque, avait annoncé la protection de 20% de la ZEE d'ici 2020. En 2013 également, le ministre de la Pêche à l'époque, Te Ari Alpha, avait annoncé la création d'une aire marine protégée de 700 000 km² aux Marquises. En 2014, il y a eu le message de Hokulea. On a ici le président des Amis d'Hokulea. Il y a eu 50 associations polynésiennes qui se sont réunies au moment de l'arrivée de la pirogue Hokulea pour essayer de définir ensemble un message de protection de l'océan. Et à l'intérieur de ce message, il y avait justement la décision de faciliter la création de grandes réserves marines et de la protection de 20% de la ZEE de Polynésie. Et l'élément le plus décisif pour le projet des Australes a été la prise de conscience des maires, des élus des Australes, qui ont tous, en 2014, signé, validé une délibération du conseil municipal qui appelle à la création d'une grande réserve marine dans les eaux des Australes, au-delà des zones de pêche traditionnelles. Donc les 5 îles des Australes ont voté cette déclaration il y a déjà 2 ans. Et c'est un peu ça qui a justement lancé ce projet de consultation.
pour voir quelle réserve marine mettre en place. Mais la décision des îles, elle était déjà prise en 2014. Il y a eu ce message très clair qui a été lancé par les 5 communes des Australes. En 2014 également, le ministre Elemoana Mamatuaya Utapu de l'environnement polynésien est allé à une conférence internationale à Sydney dans un congrès international de l'UICN pour justement annoncer l'engagement de la Polynésie de créer une réserve marine, une aire marine protégée de 1 million de kilomètres carrés aux Australes. Donc il y avait, on espère qu'il y a encore, un intérêt du gouvernement pour aller dans ce sens également. Et depuis, les projets d'aires marines protégées, pas uniquement celui des Australes, également ceux de Whakarava, également ceux des Marquises, ont été inscrits dans plusieurs déclarations, plusieurs politiques publiques polynésiennes, comme la déclaration des Polynesian Leader Group qui s'est fait à Raiatea sur le changement climatique, qui parle de la conservation des océans pour lutter contre le changement climatique, comme la stratégie du tourisme 2015 qui parle d'espèces protégées, d'espaces et d'espèces protégées pour pouvoir valoriser l'écotourisme, comme le plan climat-énergie qui a été établi par toute la société civile de Tahiti, qui reprend les projets des Marquises et des Australes comme dans leur plan d'action, comme des éléments et des projets intéressants pour lutter contre le changement du climat, et comme le rapport de l'Assemblée nationale sur le changement climatique. Donc il y a énormément de travaux qui ont été faits par la suite et qui reprennent ces projets dans les politiques publiques. Donc maintenant, l'idée est de trouver un consensus entre l'ensemble des usagers, entre l'ensemble des acteurs, pour permettre au gouvernement de décider. Bien entendu, c'est le gouvernement de la Polynésie française qui a la compétence et qui décidera au final de la création ou non de cette réserve marine. Le message des Australes est clair, il est présenté aujourd'hui à Tahiti et on espère qu'il fera l'objet d'un grand débat public qui est organisé aujourd'hui par les mairies des Australes, par la FAPE et par Pew pour pouvoir permettre de prendre les bonnes décisions sur ce projet de réserve marine aux Australes. Je vais laisser la parole à mon collègue Donatien Tenré qui va présenter le processus de consultation qui a eu lieu dans les îles pour justement élaborer ce projet.